7 idées de business très rentables dans le secteur agricole. Oui, je vais partager ici avec toi 7 idées de business ultra rentables dans le secteur agricole. Ces 7 idées de business, si tu te lances dans l'une de ces cultures-là, tu seras probablement le prochain millionnaire ou le prochain milliardaire. Pourquoi l'agriculture? J'insiste ici que l'agriculture, c'est le seul secteur qui puisse développer la richesse de façon exponentielle. Je dis ici, l'agriculture, c'est le début de tout. Si on pense bien notre agriculture, on pourra développer toutes les autres chaînes de valeur. Pour avoir le corps de métier que tu as aujourd'hui, pour information, il faut savoir que c'est grâce à l'agriculture que tu as le corps de métier que tu as aujourd'hui. Que tu sois médecin, ingénieur, mécanicien, plombier, comptable, web designer, marketeur, je ne sais pas moi, vendeur, peu importe que tu sois informaticien, il faut comprendre que c'est grâce à l'agriculture que tu as ton corps de métier aujourd'hui. C'est comme ça que les Occidentaux ont pensé ça. Donc si aujourd'hui on veut aussi avoir que nos pays émergents, on veut avoir le développement, on se doit d'aller développer le secteur agricole. On se doit d'aller créer les chaînes de valeur endogènes afin de pouvoir justement redistribuer la richesse vers le bas. Tu vas me dire par exemple, Thierry, mais comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faille encore aller produire de façon artisanale, comme on a coutume à dire, avec les houes et les machettes? Est-ce qu'avec ça on pourra se développer? Je vais te dire, détrompe-toi, ce n'est pas ce que tu penses. Bien que on a beaucoup de personnes comme ça qui disent que non, ce n'est pas avec la houe et la machette qu'on pourra aller faire une agriculture qui va rivaliser l'Occident. Je vais aussi te répondre que on se doit de penser avec notre modèle agricole. Je viens t'amener ici à penser autrement. À te dire qu'on ne doit pas se calquer sur le système occidental. Et que si on se doit de faire avec notre système tel qu'à nous. Ça veut dire s'il faut aujourd'hui mécaniser, on se doit d'avoir cette expertise-là. On se doit d'avoir cette technologie. On se doit d'avoir la science. Donc une science endogène avec nos réalités. Donc c'est ce que je m'en vais ici je vais développer ici avec toi. Parce qu'il ne faut pas seulement se lancer, c'est-à-dire que pour le coup de se lancer. Ou on ne doit pas trouver non plus les excuses en disant que non, c'est parce que nous n'avons pas la mécanisation qu'on ne peut pas faire. Je vous dis non. Les différentes cultures que nous avons n'ont pas forcément besoin de grosses mécanisations. Lorsqu'on est conventionnel les produire, on a aussi cette excuse en disant on ne peut pas produire plus parce qu'on n'est pas mécanisé. Je dis non aussi. C'est une fausse excuse. On produit déjà. Il y a certains manquements, oui. Mais en termes de rendement, nous avons des cultures qui sont hautement rentables, plus rentables que les cultures occidentales. Beaucoup de cultures occidentales sont basées sur les céréales. Nous avons des tubercules qui donnent des forts taux de rendement à l'hectare comparativement aux céréales. Et donnant ces forts taux à l'hectare, on n'a pas forcément besoin d'aller mécaniser. Et s'il faut mécaniser, on se doit aujourd'hui de se rassurer qu'on détient la technologie. Donc tu vois que je t'ai dit que l'agriculture c'est le début de tout. Si on pense bien notre agriculture, on va développer les chaînes de valeur. Quand je parle ici de chaînes de valeur, je parle sur le plan technologique, donc la connaissance. On pourra fabriquer le petit matériel. On pourra fabriquer des petits matériels même motorisés. On pourra fabriquer justement les machines, les petites machines. On pourra penser même aussi à aller jusqu'au tracteur. Mais tout ça, ça doit se faire de façon pensée. Et ça doit être une richesse endogène, ça doit être fait sur le plan local. Parce que tout ce que je dis là, c'est des industries en fait. Et ces industries-là, ça crée de la main-d'œuvre. Et c'est comme ça qu'on fait pour enrichir justement le pays. À chaque fois, je ne fais que répéter ça. Tu sais, si on te donne aujourd'hui le tracteur, je peux te dire, si on te donne aujourd'hui le tracteur, tu ne pourras rien faire le tracteur. On te donne le tracteur, tu ne pourras rien faire parce que tant que ce n'est pas pensé. Ici en Occident, ils ont tout pensé. Il y a eu un plan Marshall, ils ont pensé leur agriculture. Tu
Tu vois qu'ils ont déforesté, c'est-à-dire que, voilà, abattu tous les arbres, ils ont planifié le sol, ils ont aplati le sol. Nous, avec les reliefs que nous avons, on te donne le tracteur, tu vas travailler comment? Avec les sols que nous avons, les sols ne sont pas pareils. Les sols sont caillouteux, il y a des cailloux, tu vas travailler comment? Et ces tracteurs qui ont été conçus ici, ça a été conçu en Occident avec la température c'est-à-dire occidentale, avec le type de sol occidental. Ce n'est pas adapté à notre terroir. Donc tu vois que ça se doit d'être pensé. Donc on se doit de penser tout ça parce qu'en faisant ça, on va créer des écoles technologiques. C'est la technologie qu'on va développer. C'est les jeunes qui vont comme ça avoir des expertises et l'expertise qui va nous profiter directement. Or qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés d'acheter des tracteurs qui coûtent, c'est-à-dire que les yeux de la tête, un tracteur ça coûte dans les 200 000 euros, une machine de batteuse ça coûte dans les 500 000 euros. Vous voyez qu'on n'enrichit pas nos économies. Et puis derrière, le tout n'est pas d'avoir le tracteur. Le jour où ça tombe en panne, tu fais comment? Le temps que tu passes la commande, les pièces vont arriver après combien de temps? Le jour aussi où tu n'es pas content et qu'il y a un problème sur le plan, je veux dire, jeu économique ou jeu politique, et qu'on dise derrière qu'on ne nous donne plus les pièces détachées ou on ne nous vend même plus les machines, on devient... Tu fais comment? Et je répète encore que ces machines ne fonctionnent pas à l'eau, ça fonctionne au carburant. Au carburant. Est-ce que nous sommes autonomes sur le plan de l'énergie? Toi, tu es dans l'arrière-pays. Ton village a plus de 200 km des villes. Il y a combien de stations de pompes à essence? Et même quand il y en a, ça coûte combien? Et une fois que tu as fini de produire comme ça, tu vas vendre à qui? Et à combien? Donc tu vois, ça se pense. Or que les 7 cultures que je vais partager ici avec toi, c'est 7 cultures sur lesquelles on a le contrôle. On peut déjà commencer à travailler avec la houe. Oui, je vous le dis, je ne parle pas que Bahana est. Depuis le bas âge, je travaille avec la machette. Tu vois ma paume de main, tu regardes mes paumes de main. Tu vois, là, les ampoules, c'est là. Je continue à travailler avec la machette et la houe. C'est stratégique parce qu'une fois que tu as dépensé comme ça sur le carburant, sur les tracteurs, la moissonneuse-batteuse, les engrais, les produits phytosanitaires, tout ce que je cite là, nous ne les produisons pas. Comment tu fais donc pour calculer ton coût de production? Comment tu fais pour calculer ton prix de revient? C'est pour ça que les agriculteurs occidentaux souffrent. Donc si nous, on ne veut pas tomber dans ce travail, on se doit de penser notre agriculture. On se doit de commencer avec la houe, oui. Commencer avec la houe et la machette en faisant travailler, c'est-à-dire que nous forgerons, en faisant travailler nos chaudronniers. Est-ce que tu sais que même la machette avec laquelle nous travaillons, la houe avec laquelle nous travaillons, nous ne les fabriquons pas. Nous sommes incapables de les fabriquer. Donc il faudrait déjà qu'on commence à mettre nos chaudronniers, nos forgerons au travail, qui nous fabriquent déjà les machettes et les houes. C'est comme ça qu'on développe l'économie. On va commencer à travailler. 1 hectare, 2 hectares. La première culture que j'ai partagée avec toi, tu seras étonné de savoir le rendement de ça. La première culture ici, c'est le manioc. Tu vois que si on se lance avec le manioc, tel que nous faisons présentement, 1 hectare de manioc, le rendement à l'état minimum, c'est 35 tonnes. Cultivé encore avec la houe. Oui, cultivé à la houe. Cultivé à la daba. Sans intrants, sans engrais chimiques, 35 tonnes. Comparativement aux céréales cultivées ici en Occident, avec tracteurs, moissonneuses-batteuses, engrais, fongicides, nématicides, tout ce que je cite, les cides là, c'est de l'argent. Le tonnage ici, c'est entre 6 et 8 tonnes. Or que le manioc, c'est 35 tonnes. Le manioc peut aller même jusqu'à 60 tonnes. Tu vois que c'est vers là qu'on se doit d'aller en fait. C'est vers cette culture qu'on se doit d'aller. Maintenant, on a produit le manioc. Le manioc, comme je te dis, c'est une culture multiplicatrice de devises. Avec le manioc, on peut dire que déjà manger le manioc à l'état solide, là, on fait bouillir, on mange le manioc. Lorsqu'on passe à la phase de transformation, on peut dire que faire de la farine de manioc où on va faire le couscous, qu'on mange à la sauce gombo chez nous au Cameroun. On peut faire que du placali. On peut faire que du tapioca.
On peut faire du foufou ou du watafoufou. On peut faire de la tchéké. On peut faire du bobolo. On peut faire le miondo. On peut faire le chikwang. On peut faire de la farine, cette fois-ci, de la farine de manioc panifiable. Cette fois-ci, utilisée, c'est-à-dire voilà, dans les pâtisseries. Et quand tu sais très bien que la crise qui est en ce moment, la crise ukrainienne est venue montrer les failles, comment nous sommes tellement dépendants des farines, les céréales de blé, des farines à base de blé. Donc tu vois que si on se lance massivement comme ça sur la culture de manioc, on peut, c'est-à-dire que justement, atténuer, c'est-à-dire que cette dépendance à la farine de blé. Lorsqu'on passe à la phase industrielle aussi, on peut faire de la liqueur de manioc, on peut faire de la bière de manioc, on peut faire de l'amidon, on peut faire de la colle. Tu vois que c'est comme ça un éventail de possibilités. Et tout ce que je cite là, c'est des industries, c'est des emplois que ça crée. C'est ce que j'appelle les chaînes de valeur en fait. Deuxième culture, le manioc, la banane plantain. Banane plantain, pareil aussi. C'est une culture qui est bénie de Dieu aussi, qui a un très fort taux de rendement. Tu te lances dans la culture de banane plantain. Sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, même 30 hectares ou 50, c'est une culture qui est énorme. C'est une culture aussi, lorsqu'on passe à la phase de transformation, on peut dire voilà, avoir de la farine à base de plantain, donc une farine panifiable. On peut te dire aussi transformer, faire les chips. Tu vois aujourd'hui que lorsque tu passes à faire transformer les chips, ça ne te demande pas d'avoir, c'est-à-dire de créer une grosse industrie. Même de façon artisanale, tu peux commencer à faire tes chips. Tu cisailles tes plantains en fines lamelles, tu passes dans l'huile, ce sont tes chips. Maintenant, tu peux aussi agrémenter, tel que faire de l'assaisonnement. Tu peux mettre des épices, tu peux faire des chips au piment, des chips au poivre, des chips aux différentes épices que nous avons. Tu packages, tu crées la marque. Voilà comment on fait décoller une économie. Troisième culture, c'est l'igname. Troisième idée de business ultra rentable dans le secteur agricole, l'igname. L'igname, pareil aussi. L'igname, c'est une culture qui fait partie de notre patrimoine. On a des fêtes de l'igname qu'en Afrique. Et l'igname aussi, que ça a un très fort taux de rendement à l'hectare. Donc ça aussi entre 20 tonnes jusqu'à 40 tonnes l'hectare. Tu vois, tu fais comme ça 10 hectares, 30 hectares, 50 hectares. Pareil aussi. Tu vois que tout ce que je cite là, c'est des cultures sur lesquelles, présentement, on fait avec la houe, qui ne te demande pas une grosse mécanisation, mais qui a des forts taux de rendement et des forts taux de rentabilité, mais sur lesquels nous contrôlons le prix, où le prix ne dépend pas de l'Occident. Et on contrôle surtout les semences. L'igname, pareil, tu passes à la phase de transformation, on mange de l'igname bouilli, tu peux faire les chips à base d'igname, tu peux faire les beignets à base d'igname, tu peux faire des galettes à base d'igname. On peut faire de la farine. Tu vois, c'est très important, ça, la farine. Quatrième idée de business dans le secteur agricole, le poivre. Ça, le poivre, voilà. Ça, c'est l'épice, le poivre. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. 1 hectare de poivrier seul, au minimum 120 millions. Tu te lances dans la culture du poivrier, au bout de 2 ans et demi, c'est le jackpot. Au bout de 2 ans et demi, c'est le jackpot. Là-dessus aussi, pareil, tu n'as pas besoin de mécanisation. Ça se travaille avec la houe. Ça se travaille avec la main. C'est pour ça que c'est hautement rentable. Tu vois que derrière, quand tu calcules maintenant ton prix de revient par rapport au coût de production, c'est énorme. C'est énorme. Donc le poivre ici, je dis, si tu veux vraiment laisser ta famille dans la prospérité, si tu veux que l'argent ne soit plus un problème pour toi, si tu veux avoir ton autonomie financière, si tu veux avoir l'indépendance financière, si tu veux que l'argent t'offre toutes les possibilités, la santé, la liberté géographique, la liberté de penser, la liberté de posséder ce que tu veux. Si tu veux que
laisser ta famille dans la prospérité financière à vie, il faut te lancer dans la culture du poivrier. Cinquième culture du palmier à huile. Palmier à huile, ça donne l'huile de palme rouge. Voilà encore une culture qui est hautement stratégique. Le palmier à huile, originaire d'Afrique, originaire du golfe de Guinée. On n'a pas d'excuses là-dessus, les gars. C'est la seule huile aujourd'hui oléagineuse qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Quand on sait qu'en 2050, on sera 9 milliards, c'est la seule huile à l'état aussi qui a un fort taux de rendement. Un hectare, c'est 30 tonnes de matière fraîche. En huile, tu as aussi entre 4 000 et 5 000 litres. Donc entre 4 et 5 tonnes d'huile. Il n'y a aucune culture oléagineuse qui puisse produire comme le palmier à huile. Et le palmier à huile aujourd'hui, c'est dans la cosmétique, c'est dans l'agroalimentaire, c'est dans les industries de biocarburants. Quand on sait aujourd'hui que la guerre, c'est sur le pétrole, c'est sur les énergies, et surtout les énergies vertes. Donc vous voyez qu'une culture comme le palmier à huile viendra substituer au pétrole. On sait aujourd'hui que le pétrole, c'est-à-dire que c'est polluant. Aller extraire le pétrole, on détruit l'environnement. Quand on voit aujourd'hui les conséquences sur le plan du réchauffement climatique, l'effet d'aller, c'est-à-dire voilà, sonder le pétrole, ça pollue. Non seulement ça pollue, c'est-à-dire que la nappe phréatique, ça pollue les cours d'eau. Et ça détruit comme ça la faune et la fleur. Donc, une culture comme le palmier à huile viendra substituer au pétrole en utilisant aujourd'hui les énergies, c'est-à-dire que justement vertes. Donc, en produisant l'huile de palme, en produisant le palmier à huile, tu n'as pas que l'huile de palme rouge, tu as l'huile de palmiste, tu as les tourteaux de palmiste, tu as les différents effluents qui sont là, tu as les coques de palmiste. On peut faire du charbon écologique ou du charbon actif. Donc, sixième, c'est-à-dire que l'idée de business dans l'agroalimentaire, dans l'agricole, comme tu sais, l'agriculture va de pair avec l'élevage. Je vais te conseiller ici d'aller faire l'élevage de porc. Élevage de porc sur nos races, c'est-à-dire locales. Le porc ici, pourquoi? Parce qu'on a aussi besoin de protéines animales. Hein, l'Afrique va grandissant, on se doit d'avoir la protéine animale. Et la protéine animale qui s'y prête bien, c'est le porc. Pourquoi le porc? Parce que le porc, en termes de portée, le porc a beaucoup de portée. Hein. Et le porc peut mettre bas comme ça, tu vois, plusieurs fois que dans l'année. Donc le porc, on sait que le porc met bas tous les 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Donc tu vois que là-dessus, si tu te formes bien, parce que tout ce que je dis là, ça demande de la formation. Hein. Tu te formes bien sur ce domaine-là. Je ne vais pas te demander d'aller faire des bâtiments comme en Occident, machin et tout ça, qui va te demander des coûts de production très élevés. Tu penses ton modèle d'élevage, tu vas sur un modèle en plein air, tu mets des cabanes, mais tu délimites. Par exemple, tu peux avoir une surface d'1 hectare que tu délimites, tu fais une clôture. Là, derrière, tu fais des bâtiments, pas des bâtiments sophistiqués, mais juste pour les abriter en cas de mise bas. Tu les abrites là-dessus et tu les laisses gambader. Là, derrière, en termes d'alimentation, tu vois que tout ce qu'on a produit, le manioc, la banane, plantain, l'igname, on pourra la mixer avec ça. Tu laisses les porcs se balader, aller fouiller le sol, aller voilà, tu fais une mare, aller t'exobrer dans la mare. Tu sais que tes porcs, tous les 3 mois, 3 semaines et 3 jours, mettent bas. Derrière ça, tu penses toujours passer à la phase de transformation. Tu peux faire du porc fumé, tu peux faire du pâté, tu peux faire du saucisson, tu peux faire du jambon, tu peux faire des terrines de porc, tu peux vendre les porcs sur pied. Donc tu vois, c'est quelque chose qui se pense. Donc à chaque fois, il faut toujours penser à apporter de la plus-value. Donc septième idée de business dans le secteur agricole, c'est l'élevage de poules locales. L'élevage de poules locales aussi, pareil. Tu fais un très bon élevage. Tu commences, comme j'ai coutume te dire, tu commences avec même 100 poules. Là-dedans, tu mets 20 coques qui vont coupler, c'est-à-dire que ça couple avec les poules. Tu as à côté, tu as une couveuse. Tu commences comme ça, tu multiplies le cheptel.
au fur et à mesure, au bout de 5 ans, tu vas te retrouver comme ça avec un cheptel, même plus de 5000 poules. Tu vois, tu développes ton business comme ça. Et derrière, toujours passer à la phase de transformation. Tu vas te dire que tu es toi-même tes poules, les packager et les mettre dans le panier de la ménagère. Donc voilà cette idée de business très très rentable dans le secteur agricole sur lequel, si tu te lances dans l'un des business, tu seras forcément avec le leader de ton secteur d'ici 5 ans. Tu seras le futur ou la future multimillionnaire ou multimilliardaire. Mais tout ceci nécessite de la formation. Tout ceci nécessite que tu te formes. Tout ceci nécessite que tu te visualises sur le long terme. Ça demande que tu penses bien ton projet. Voilà comment on peut commencer tout doucement. Parce que je dis qu'on commence doucement, mais en voyant grand. Voilà comment on peut se lancer dans le domaine agricole. Sans mécanisation, mais brasser les milliards. Maintenant, une fois qu'on a brassé les milliards, on peut commencer à penser maintenant comment mécaniser notre agriculture. Mais comment mécaniser? On se doit maintenant d'investir, c'est-à-dire que dans le secteur de l'éducation. Éducation technique, professionnelle, dans nos, je veux dire, écoles de polytechnique, afin qu'on puisse avoir des personnes, pas des diplômés, pas des gens qui vont chercher le diplôme, mais des gens qui sortent avec des compétences pratiques, du pratico-pratique. Donc, si on veut fabriquer un matériel, il faudrait que ce matériel soit made in Africa. Si on veut fabriquer un tracteur, il faudrait que ce soit made in Africa, fabriqué par nos diplômés, des diplômés par nos techniciens supérieurs et même les ingénieurs, hein. Mais cette fois-ci, formés par rapport aux réalités du terrain. Les machines qu'on va concevoir répondent aux réalités du terrain. Et lorsqu'on conçoit une machine, on sait que la richesse est endogène, la richesse reste sur place. Or, présentement, ce que nous faisons, on importe les machines, on fait sortir des devises, et même quand ces machines arrivent, on n'est pas capable, on n'a pas l'expertise technique de pouvoir, c'est-à-dire les entretenir. Tu achètes un tracteur, dès que ça roule 1 mois, ça tombe en panne, ça reste là comme le monument des morts devant ta cour. C'est de ça qu'il s'agit. Ces tracteurs ne sont pas des fois adaptés à notre terroir. Donc il va falloir que, en tout ce qui concerne le secteur agricole, que ce soit les intrants, les engrais, les fongicides, les pesticides, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, le petit outillage, qu'on ait le contrôle dessus. C'est ce qu'on appelle l'agribusiness. C'est ce qu'on appelle l'agrobusiness. Et c'est ça qui pèse des centaines et des centaines de milliards de dollars ou de milliards de francs, d'euros. Donc c'est une manne qu'on se doit de contrôler, qu'on se doit d'avoir la possession. Donc on ne se doit pas de rester dans le complexe à dire, ben non, mais nous on travaille avec la houe. Ben si tu trouves que travailler avec la houe c'est un problème, ben lance-toi sur ce créneau. Fabrique les tracteurs. Moi je viendrai acheter. Si tu trouves que travailler avec la matière c'est un problème, fabrique la mécanisation qui va avec. Moi je viendrai acheter parce que moi mon objectif c'est d'enrichir, c'est-à-dire que justement, l'économie, c'est-à-dire que justement locale. Mais on trouve des beaux parleurs qui sont là à dire ben on ne peut pas travailler avec la houe. Non, c'est des prétextes, c'est des excuses. On peut commencer à travailler avec la houe. Là, présent, on peut commencer à travailler pour réduire le coût de production, pour continuer à se nourrir, pour ne pas être dépendant. Alors on préfère attendre les tracteurs. En même temps, on est dépendant des exportations venues de l'extérieur ou de l'importation venue de l'extérieur. Pour moi, c'est une aberration. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. On commence à travailler tout en réfléchissant comment nous-mêmes nous allons concevoir nos outils adaptés à notre terroir. On saura comment aller extraire les matières premières, que ce soit le fer, le cuivre, le zinc, l'aluminium. Savoir avoir l'expertise, transformer ces outils-là, ces matières premières, afin de pouvoir produire les différents outils, afin de pouvoir produire les différentes mécanisations. C'est comme ça qu'on se doit de penser.
Parce qu'en faisant tout ça, c'est ce que j'appelle les chaînes de valeur. C'est comme ça que ça va créer des emplois. Au lieu d'avoir des personnes aujourd'hui, des jeunes, qui ne sont que là, qui n'ont que pour rêve de quitter l'Afrique et venir ici en Occident. Qui sont là à se demander, à se dire qu'il n'y a rien à faire. Alors que si on pense bien le secteur agricole, comme je dis, c'est l'agriculture qui est le début de tout. C'est grâce à l'agriculture qu'on a tous les corps de métier que vous avez aujourd'hui. C'est comme ça que les Occidentaux, les pères fondateurs, ont pensé leur système. Tout a commencé, la base était l'agriculture. Ils ont créé des plantations dans le souci de produire plus. Ils ont commencé à penser comment ils pouvaient mécaniser. Ils ont créé des écoles, les gars. Ils ont créé des écoles. Ils ont créé des écoles technologiques, des écoles scientifiques, pour pouvoir, justement, pour que ces étudiants-là, ces techniciens, viennent penser comment développer telle que la production. Après, on a commencé à créer le marketing. Tout ce que vous avez aujourd'hui, marketing, secrétariat, les docteurs, les médecins, c'est des personnes qui ont pensé. Et ces personnes qui ont pensé, ce sont des opérateurs économiques, les propriétaires terriens, par souci de faire grandir leur business, ont créé l'école. Donc nous aussi, on peut le faire. Au lieu d'attendre toujours que c'est les autres qui nous servent, on peut penser. Et c'est comme ça que leur économie aujourd'hui est solide. Si l'économie occidentale en Occident est solide, c'est parce que la base est préparée. C'est l'industrie. S'il y a assez de confiance, c'est parce qu'il y a des industries, parce que ça produit. Mais nous, on ne peut pas prétendre avoir une économie solide en étant des consommateurs. Non, on se doit de préparer la base. Et la base, c'est l'agriculture. That's it. C'est l'agriculture. Donc il faudrait que tout le monde, qu'on se rabatte dans le secteur agricole, qu'on se retrousse les manches, qu'on vienne développer le secteur agricole. Et faire une agriculture aujourd'hui qui va enrichir tout le monde. Parce qu'il ne faut pas venir faire le copier-coller comme ici en Occident. Ceux qui ont pensé avec un modèle agricole ou un modèle d'économie qui les enrichit tout seul. Moi, je dis, on se doit de penser un modèle qui redistribue la richesse vers le bas. On ne se doit pas de faire la même erreur. Vous voyez comment les agriculteurs et les éleveurs occidentaux, les agriculteurs qui font une certaine spéculation, comment ils sont en train de souffrir. Comment ils n'arrivent même pas, bien qu'ils soient sur la mécanisation, à se payer, à se tirer un SMIC. Certains vivent avec 700 € le mois. Donc, faisons très attention. Quelqu'un qui produit le poivre, quand tu as 120 millions sur 1 hectare, si tu vas produire comme ça 10 hectares, et tu n'es pas sur la mécanisation, quand tu es sur le manioc, sans mécanisation, tu as 30 tonnes. Si tu vas faire 40 hectares, c'est encore à la taille humaine. Hein? 20 hectares, 30 hectares, c'est à taille humaine. Si chacun fait comme ça 20 hectares, c'est à taille humaine. Et comme un système de production ou de vente locale, tu vois, on fait la vente de proximité. Le problème chez nous maintenant, on se doit plutôt de créer les servitudes, de créer des routes. On évite de faire des longs trajets de plus de 50 km. Tout ça, ça se pense en fait. C'est des choses qui doivent se penser. C'est des choses qui doivent se penser. Moi, je pense que si on pense bien notre modèle, ben, les terres, nous les avons, les bonnes terres, nous les avons. Nous avons, c'est-à-dire que voilà, la pluviométrie qui va avec, donc il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a la pluie. On a la jeunesse qui va avec, il y a des bras. Donc là, maintenant, ce n'est qu'une question de vision, une question de bonne volonté, une question de décision aussi, se dit que la richesse, c'est dans l'arrière-pays. La richesse, c'est au village, c'est dans nos terres. Ce n'est pas dans les bureaux. Ce n'est pas dans les bureaux parce que là, ce que nous sommes en train de faire, on a chanté. Il faut déjà d'abord aller développer le secteur agraire. Il faut aller développer l'arrière-pays. Tant que l'agriculture n'est pas encore développée, les métiers de bureau ne servent à rien. C'est pour ça qu'il y a des salaires de catéchistes. C'est pour ça qu'on s'entasse en ville, après il n'y a rien à faire. Il faut aller développer le secteur agricole, l'arrière-pays, en arrière-pays. Et dès que le secteur agricole est développé, ça va créer
l'ensemble des chaînes de valeur que j'ai citées là. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Comme j'ai dit, tout ceci ne va pas se faire sans réelle volonté, sans connaissance. Hein. J'insiste sur l'éducation et la formation. Donc, regarde aussi sur la barre de description si tu es intéressé par l'ensemble des cultures. Je t'ai mis un lien sur lequel je te partage là-dessus avec la science, l'agronomie. Si tu veux aller aussi plus loin, tu cliques sur le lien, voilà, je serai prêt à t'accompagner. Mais je dis, tout ceci ne va pas se faire sans connaissance, sans formation. On se doit de se former, on se doit d'acquérir des compétences pratico-pratiques. Bon, voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'attends tes commentaires, j'attends aussi ton avis, quoi, concernant quoi, ce partage. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.